ici et puis ailleurs, parce qu'il y en a qui sont aussi à distance pour cette conférence. Donc, merci de vous être rendu disponible. Donc, je m'appelle Luc Vivier, je suis président d'Ascoria Dupas et de la Grande École des Solidarités sur cette année 2022. Juste quelques mots sur la Grande École des Solidarités, parce que c'est peut-être pas très connu encore dans le paysage. La Grande École, c'est le regroupement de 4 entités académiques, Ascoria donc, mais aussi l'Université de Rennes 2, le HESP et Sciences Po Rennes. Regroupement peut-être un peu étonnant. Par des échanges qu'on a eus ensemble, on s'est rendu compte que chacun d'entre nous traitions la question dans nos cursus de formation, de la question des solidarités. Et chacun avec notre propre prisme, quoi. Donc, et en échangeant, on se dit, cette question, quand même, ce n'est pas simplement une question de politique, c'est pas simplement une question de sociologie, c'est pas simplement une question de psychologie, c'est pas simplement une question sociale, c'est une question un peu d'ensemble. Et si on se mettait ensemble autour de cette problématique-là pour tenter de travailler ce sujet en donnant une véritable à la prise en compte de cette question. Voilà, l'idée de la Grande École des Solidarités est née un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, ça part de ce principe que, de fait, la solidarité, ce n'est pas seulement une question politique, une question sociale ou autre, mais c'est une question très transverse. Elle est extrêmement large et il y a beaucoup de possibilités pour y rentrer. Et on a cette ambition de se doter, en dépassant nos propres frontières, chacune de nos écoles, de prendre en compte cette question. Je vais juste peut-être prendre un exemple pour illustrer mon propos. La question du vieillissement, aujourd'hui, est une question de société. Alors, selon l'âge qu'on a, elle nous concerne plus ou moins, ça c'est sûr, mais de toute façon, elle va nous toucher à un moment donné. Mais la question du vieillissement, c'est à la fois une question politique, c'est à la fois une question de santé médicale et paramédicale, c'est à la fois une question sociale, c'est à la fois une question sociologique, une question psychologique. Voilà, il y a un tas de façons d'aborder par des grands champs cette question, mais c'est aussi en toile de fond. Plus précisément que ça, c'est aussi une question d'alimentation, c'est aussi une question de logement, d'hébergement, voilà, et c'est aussi une question de transport, on peut dire. La question de la mobilité se pose de plus en plus en fonction de l'avancée en âge. Comment cette question du vieillissement est-elle prise en compte aujourd'hui dans sa globalité? On peut l'aborder de tas de manières, et on se rend bien compte qu'elle est souvent abordée on va dire, je peux m'exprimer ainsi, dans des grands tuyaux. Je le prends par la santé, je le prends par le social, je le prends par l'économie, et on ne se parle pas forcément beaucoup entre ces grands tuyaux. L'ambition d'une grande école des solidarités, c'est de dire, parce que le vieillissement, c'est aussi une question de solidarité. Solidarité sociale, solidarité intergénérationnelle, plein de questions un petit peu autour. Comment une grande école des solidarités aborde-t-elle cette question du vieillissement? Son ambition, c'est d'avoir la capacité à mettre autour de la table à un moment donné l'ensemble de ces partenaires qui travaillent sur ces différents enjeux, on va dire, et de pouvoir travailler cette question sous le mode de la formation, sous le mode de la recherche, sous le mode de la conférence, sous le mode de l'animation. La Grande École, elle ne traitera pas cette question-là. Elle a pour ambition de préparer des personnes, des gouvernants, des dirigeants, des élus à prendre une telle question dans sa globalité. Le positionnement de la Grande École des Solidarités, c'est ça, la capacité à prendre en compte une question de solidarité sur le fond et de la traiter dans son plus grand ensemble. Voilà, si je peux illustrer, mais ça c'est la question de la vieillesse ou du vieillissement, mais vous prenez la question de la pauvreté, vous prenez la question de l'égalité, vous prenez la question
toile de fond comme ça, on n'y pense peut-être pas trop, mais la question du développement durable et tout ce qu'il y a derrière, c'est une véritable question de solidarité aussi. Comment cette question-là peut être traitée et appréhendée dans une grande école? C'est toute l'ambition de ce projet de grande école des solidarités. Voilà, je m'en tiendrai là parce que ce n'est pas en soi le sujet de ce soir. Donc, il y aura quelques entrées, je pense, quand même. Merci à Ingo, merci à Philippe de nous faire avancer dans notre réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci, merci Luc pour cette introduction. Dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, nous sommes ce soir réunis donc dans 2 endroits virtuels, un grand amphi. Alors un grand amphi qui n'est pas complètement plein, on peut l'avouer aujourd'hui, mais disons aussi qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont connectées sur les différentes modes de connexion possibles. Et ça, c'est un plaisir parce que, de fait, ce sont aussi des amis de la Grande École des Solidarités qui nous rejoignent maintenant de manière un peu fidèle. Et ça, c'est très important pour ce projet. Donc, ce projet qui vient d'être exposé dans ses grandes lignes à l'instant, je veux juste rajouter 2 choses. Ces différentes thématiques qui illustraient le propos du président de la Grande École des Solidarités sont travaillées aussi de manière un peu spécifique dans cette Grande École des Solidarités. Travailler sur déjà une préoccupation centrale qui doit d'ailleurs nous occuper les uns et les autres. C'est le rapprochement de 2 grands types de solidarité. Les solidarités qui sont celles des politiques publiques, les solidarités que certains appellent les solidarités froides, et puis les solidarités d'engagement, les autres solidarités chaudes, qui sont souvent le résultat de nombreuses expérimentations, de bricolage de génie, et qui permettent justement à ce corps social de tenir dans des moments qui sont des moments difficiles. Le deuxième point qui est important, c'est que il y a beaucoup d'acteurs des solidarités et même d'écoles ou de centres de formation. Une des spécificités de la Grande École des Solidarités, c'est de travailler sur les modes de coopération, c'est-à-dire de réfléchir sur l'invention, c'est de penser des coopérations qui soient nouvelles et qui soient fertiles, c'est-à-dire qui permettent véritablement de sortir de schémas qui sont les schémas en tuyau d'orgue dont on parlait à l'instant. Et puis il y a un troisième sujet en quelque sorte qui s'invite dans la Grande École des Solidarités aujourd'hui, c'est la question des solidarités et des transitions, et notamment des transitions environnementales, qui reste un sujet qui n'est pas si exploré que ça et sur lequel nous avons, grâce à ce volant à la fois d'experts, et on va en avoir un exemple ce soir, mais aussi par la conjonction de volonté et de talent, nous avons quelque chose à dire sur ce sujet, qui est un sujet éminemment important dans un monde quelque peu, en tout cas à l'ambiance dystopique, et qui vaut peut-être le titre de cette conférence. Donc, il y a plusieurs façons de travailler pour la Grande École des Solidarités. La formation, j'oserais rappeler qu'il y a un master gouverner les solidarités au sein des territoires qui a trouvé une forme concrète récemment. Il y a bien sûr des séminaires de recherche. Et puis, il y a ce qu'on va appeler sans doute de manière un peu forte, l'éveil des consciences, en tout cas la volonté d'installer ces questions-là dans tous les compartiments du jeu de la société, de l'espace public pour aller vite. C'est ces questions-là qui sont aujourd'hui notre préoccupation, et c'est à travers un cycle de conférences qui a été inauguré au mois de juin avec Nicolas Duvou, donc grand expert des inégalités, que nous avions engagé ce cycle. Et ce soir, nous accueillons Ingo Bode, professeur donc à l'université de Kassel, qui est professeur invité de la Grande École des Solidarités. Et je ne vais pas manger davantage les choses et laisser à Philippe Liette, qui est le coordinateur scientifique de la Grande École, le soin, le plaisir, et sans doute plus que ça encore, de présenter Ingo et son œuvre, peut-être pas sa vie, et le travail qui va être l'objet de cette conférence. Je vous remercie et merci vraiment d'être avec nous. Bien, bonsoir.
Donc, quand Marc Rousseau m'a parlé d'un programme d'accueil de professeurs invités, j'ai aussitôt pensé à Ingo Bode. D'une part parce qu'on se connaît cette année depuis 25 ans et qu'on a fait un certain nombre de choses ensemble, mais aussi parce que Ingo me paraissait présenter toutes les caractéristiques qu'on attend d'un professeur invité pour lancer vraiment un programme au niveau de la Grande École des Solidarités. Alors Ingo, quelqu'un de modeste, mais tu sais, je froissais ta modestie, je vais quand même dire 2-3 choses sur ce que tu as fait et sur tes compétences et qui voilà, justifie effectivement ta présence aujourd'hui chez nous. Déjà, Ingo a une expertise internationale. Vous allez voir, il parle allemand. Je ne pense pas que tu vas parler allemand ce soir, mais il parle très bien français. Il parle encore mieux anglais. Tu te débrouilles pas mal en espagnol, ce qui fait que tu as déjà d'ailleurs été professeur invité dans différents pays. Tu as été à Sciences Po Rennes, à Sciences Po Nancy. Tu as été à l'université d'Édimbourg, à Montréal, à Mexico City, et j'en oublie sans doute, et tu travailles avec des collègues de nombreux pays dans des réseaux. Hein. Tu es dans le réseau du GIS Hybride AIS qui est organisé ici avec Ascoria à la Grande École des Solidarités, un gros colloque au mois de mai. Hein, tu as animé avec notre collègue de la Haute École de Genève, Sylvie Mezzena, une table ronde ici, dans cet amphi. Donc tu connais la scène de l'amphi. Mais tu es également dans plusieurs réseaux anglophones, notamment à l'Association internationale de sociologie, et tu collabores régulièrement avec des collègues d'autres pays. En ce moment, tu travailles avec des Norvégiens. Tu dois prochainement aller en Jordanie, par exemple, voilà, et dans des pays du Nord et des pays du Sud, comme on disait à une époque. Et puis, tes expertises, ce sont des expertises également qui vont creuser différentes disciplines ou sous-disciplines. Hein, la sociologie, c'est ce qui fait l'objet de nos discussions dans différentes approches, et notamment des approches de la dynamique des organisations. Hein. Ce qu'on partage beaucoup, c'est ce qu'un proverbe français dit, le diable est dans les détails. Allons voir concrètement quand on descend la mise en œuvre des politiques publiques, eh bien concrètement, dans le dernier mètre ou le dernier kilomètre, ça dit d'autres, qu'est-ce qui se passe, et parfois, ce qui se passe s'explique par ce qui se joue au niveau des acteurs dans la mise en œuvre concrète des politiques sur le terrain. Mais tu as également des discussions avec des politologues, des chercheurs en sciences politiques, donc vraiment une approche qui brasse assez large dans ces disciplines-là, ce qui te permet d'interroger à la fois les politiques publiques, les systèmes organisationnels au niveau macro, les organisations au niveau méso, et puis tout le travail des acteurs au niveau micro. Et ça, cette approche-là, tu l'as développé sur différentes thématiques. Hein. Tu t'es intéressé, à l'époque, on s'est rencontrés sur ce qu'on appelle au niveau international le tiers secteur, hein, le secteur à but non lucratif, qui recouvre notamment l'économie sociale et solidaire en France. Et puis, tu as travaillé sur les systèmes de santé, tu as travaillé sur l'hôpital, Luc Vivier parlait du vieillissement, tu as beaucoup travaillé sur l'accueil et l'accompagnement des personnes vieillissantes, des personnes âgées. Tu as travaillé également sur la protection de l'enfance. Voilà, je ne veux pas balayer tous les thèmes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous voyez que Ingo a vraiment une expertise assez large. Et depuis maintenant, combien de temps? 15 ans peut-être, tu es à l'université de Kassel, dans une des 4 universités allemandes où il y a un département de travail social, puisque en Allemagne, c'est un peu comme en France, il y a des Fachhochschule, des hautes écoles professionnelles où le travail social est enseigné, mais il y a 4 universités où le travail social est enseigné. Tu es donc professeur de politique sociale maintenant depuis quelques années dans ce département-là. Donc voilà, quand Marc m'a dit voilà, on engage un programme de professeurs invités, ben, comme disent les anglo-saxons, je me suis dit Ingo is the right mind for the right place. Voilà, je n'en dis pas plus et je donne la parole à Ingo, donc, qui a préparé un PowerPoint. Donc vous allez voir le PowerPoint sur un diaporama en français, un diaporama sur l'écran. Les personnes qui sont dans la salle peuvent poser des questions vous levez la main et puis on vous donnera la parole. Et on vous passera le micro pour que ça soit également entendu par les personnes qui sont à distance. Et pour les personnes qui sont à distance, vous pourrez poser des questions par écrit dans la conversation.
ou dans la discussion, je ne sais pas quel est le nom utilisé dans cette visio-là. Et donc, c'est ma collègue Audrey qui ensuite m'indiquera que des questions sont posées et puis posera les questions à votre place avec le micro. Et comme ça, donc, tout le monde pourra les entendre. Voilà, je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Ingo. Merci beaucoup pour cette introduction vraiment parfaite et un peu trop positive peut-être, très gentille. Inclut aussi des que j'ai appris un peu le français, donc il n'a pas mentionné que c'est aussi important peut-être de comprendre un peu, de comprendre un peu le pays, la culture, pour aussi contribuer à vos travaux, à vos débats. Donc c'est le cas peut-être à cause de mon... Il y a des liens. Des communautés. Et après, c'est très joli nom de ce réseau Grande École des Solidarités. Alors, je vous envie de votre langue pour baptiser une structure comme ça, avec ce sigle. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Et donc, il fallait que je réfléchisse un peu sur les solidarités. Et là, heureusement, ma thèse déjà portait un peu sur la problématique des solidarités politiques. Des choses hyper complexes. Alors, je vais être un peu simple. Pour ceux qui sont de la sociologie, au moins, ils diront qu'elles diront. Alors, c'est peut-être pas un peu simple, mais je vais essayer d'être très court, de parler un peu sur la perspective que j'ai sur les forces qui nous unissent, soit dans la société, dans des sociétés nationales, soit en Europe plus largement, et aussi les forces qui nous séparent, parce que si on pose la question sur la cohésion sociale en péril, c'est le titre, derrière, il y a un peu le soupçon que peut-être il y a des choses qui vont pas bien, et où il y a peut-être aussi des choses compliquées et difficiles, et aussi des fractures, etc. Donc, on va parler. Alors, la spécialité, peut-être, au moins pour aujourd'hui, ce serait d'appliquer ces schémas un peu simples à certaines observations sur les politiques sociales. C'est le 4e point ici, parce que un des arguments que je vais présenter, mettre en avant, c'est bien sûr, les politiques sociales contemporaines ont leur mot à dire, ont leur impact sur la cohésion sociale. Cet impact est assez complexe. C'est pas, voilà, monolithique, on peut dire. C'est plutôt, voilà, en plusieurs vitesses, en plusieurs dynamiques qu'il faut mettre
sur la table pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. C'est le quatrième point. Et je vais conclure avec certaines observations générales. Et alors, en disant que, bien sûr, l'avenir est incertain, c'est toujours le cas, mais peut-être c'est un peu plus le cas aujourd'hui qu'il était peut-être il y a 30 ans. Voilà. Alors, le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, le prochain slide, c'est il fallait faire signe, non? C'est bon. C'est bon, merci. Alors, ce terme de la cohésion sociale, c'est très souvent utilisé. Est-ce que tout le monde a la même compréhension, la même idée sur ce terme-là? Je ne crois pas. C'est assez vaste, c'est assez compliqué. Les sociologues, eux et elles, ils diraient, ou la plupart entre elles, diraient que non, c'est presque pas possible. La cohésion sociale dans les sociétés modernes, c'est presque pas possible de l'avoir, de le produire, de la cultiver, etc. Parce qu'il y a tellement de variations, tellement de différenciations, de mouvements, des multiplications, voilà, voilà, et aussi un mouvement qui est un mouvement qui date, je vois, de la Révolution française, d'une certaine part, c'est l'individualisme, l'idée de l'individu, et les groupes sociaux qui se battent, mais qui se multiplient, qui se sont multipliés dans l'histoire de nos sociétés modernes. Les classes sociales qui, selon d'aucuns, persistent, mais ont changé leur couleur, leur composition aussi. Ça va très vite avec des nouveaux sous-groupes, avec des nouveaux nouvelles tendances de différenciation. Par exemple, en France, on a ce beau terme, le milieu populaire. Chez nous, en Allemagne, dans la langue, mais aussi dans le débat public, il n'y a pas pareil. Hein. On n'a pas pareil, on n'a pas un mot comme ça. C'est assez bien de l'avoir parce que ça recouvre quand même certaines franges de la société. On a une idée en France que c'est il désigne le même phénomène, le phénomène qui est quand même une part de la société qui englobe, grosso modo, des gens plutôt d'autres classes. Je pense que et le changement en vitesse et en composition des milieux sociaux, alors la cohésion sociale est toujours difficile. C'est toujours difficile. Il faut travailler. La société doit travailler pour le maintenir. Alors, au moins, on peut dire la cohésion sociale, c'est l'absence du conflit violent. C'est l'absence de peut-être chacun pour soi total. C'est l'absence de la présence de certaines représentations communes. C'est peut-être la volonté de la majorité des gens de se parler et de discuter et de trouver des solutions. Mais c'est difficile et c'est venu probablement plus difficile avec le changement des libertés individuelles, aussi l'émancipation des forces sociales et aussi, bien sûr, le changement de l'économie. L'individualisme n'est pas seulement un problème. Hein. Parfois, on dit que l'individualisme, c'est un problème. Mais en sociologie, je crois qu'il y en a ceux qui disent non, ce n'est pas nécessairement le cas. L'individualisme a aussi donné un peu de souffle, à donner des moyens aux individus de s'engager. On a eu les deux des interventions pour saluer. Voilà, il y avait là cette idée que les individus,
une fois elle ou il dispose de certains moyens, de certains savoirs, de certaines volontés, etc., ils peuvent être source de solidarité parce qu'ils sont individus, parce qu'ils sont libres dans leur pensée. Et c'est clair, pour les sociologues, c'est assez clair si on compare la situation actuelle avec celle, disons, des années même 50 du dernier siècle, ou même avant, où la pression collective sur les individus était tellement forte que ce type de mouvement était plutôt exceptionnel. Tandis qu'aujourd'hui, la vie associative, les mouvements sociaux, etc., c'est plus dynamique. Peut-être ça aboutit pas très souvent à des solutions plus long terme, mais quand même, il y a le social, et aujourd'hui, il faut aussi ajouter que l'individualisme social, c'est aussi international. On n'a jamais eu, dans l'histoire, je crois, de la société moderne, autant d'individus qui sont prêts à s'engager pour des gens qui ne connaissent pas du tout de notre race, de notre culture, de notre pensée, de notre histoire, de notre situation de vie en Afrique, et y compris, bien sûr, les grandes questions du climat, etc. Mais pas uniquement, aussi des questions sociales dans des pays très lointains. On n'a pas eu ça jamais avant, et je crois que l'individualisme a contribué à ça. D'un autre côté, je vais revenir très, très bientôt, et c'est clair que l'individualisme pose aussi problème aux solidarités. Alors ça, c'est clair, on le voit à tout moment. Est-ce qu'il y a toujours un vécu collectif? C'est le deuxième point que j'aborde ici dans ce slide. C'est quelque chose qui est en débat. Alors Durkheim, le fameux sociologue français, là, il y a 150 ans à peu près, il disait... oui et non, il disait, je crois, oui et non. Il disait non parce qu'il pensait que la solidarité, il disait organique, ça veut dire une société où les gens suivent les mêmes idées, les mêmes convictions, les mêmes structures, les normes qui sont là, qui ne sont pas contestées, etc. Une telle société est pas faisable et n'est pas réaliste pour la société moderne, pour la société du 9e et 20e siècle, et que il y aura peut-être plutôt une solidarité froide, comme le disait Marc Rousseau, je crois, où oui, les gens ils travaillent, les gens sont parfois aussi dans des groupements, mais c'est plutôt une machine qui est solidaire que des êtres humains qui se connaissent et qui suivent les mêmes idées et normes. Pour le moment, il n'y a jamais eu une époque dans l'humanité où les gens ont librement suivi la même pensée, mais la religion, les religions étaient tellement fortes au Moyen-Âge, et ils le sont toujours dans certaines parts du monde actuel, qu'on peut s'imaginer un vécu collectif imaginé transmis par les religions, mais aujourd'hui, chacune le sait, les religions n'ont plus dans nos sociétés cette force, cette influence, cette percée. Plutôt, il y en avait ceux qui disaient c'est le contraire. L'individualisme lié à notre système économique, parce que le système économique quand même joue beaucoup dans nos relations sociales, la combinaison entre individualisme et capitalisme, par exemple, avec notre culture de production, consommation, etc., avec la consommation, consumérisme collectif, voilà, ça donne plutôt, ça laisse émerger plutôt une isolation des individus, et que sous ces conditions-là, la cohésion sociale ne peut plus exister, aussi parce que les forces économiques, plus le fait que l'individualisme prime, dans cette situation, c'est impossible d'avoir
quelque chose de commun. Alors, Zygmunt Bauman, le sociologue polonais qui vivait en Angleterre très longtemps, qui a travaillé à Leeds, il a fait des bouquins, plusieurs bouquins sur l'impossibilité de solidarité dans le monde. Il est mort entre-temps, mais quand même, je crois, ses travaux, il y en a d'autres. En France, je crois, il y a des sociologues comme ça qui ne croient plus à la possibilité d'une solidarité, voilà, une cohésion sociale qui est basée sur des normes collectives, etc. Il y a aussi les Allemands, voilà. Et les Allemands, il y en a plusieurs, bien sûr, courants de la sociologie allemande aujourd'hui, mais moi, j'aime toujours les travaux de Habermas. Je crois que c'est assez connu en Europe. Et le plus récent bouquin de Habermas, je crois qu'il est sorti, ou il est en train de sortir cette année, voilà. C'est sur la force de la sphère publique. Ça veut dire, est-ce que dans une société où il y a l'individualisme, le capitalisme, la multiplication des groupes sociaux, est-ce qu'il y a quand même une sphère commune où les gens peuvent se parler pour trouver des solutions communes, des solutions solidaires, on peut dire. Il est assez sceptique dans ce livre, mais uniquement à cause des médias, des nouveaux médias sociaux. C'est ça le terme français? Oui, parce qu'il disait que ça, c'est l'éclatement de la communication collective. Il est un peu âgé, plus âgé que moi, mais même moi, j'ai un doute sur ces moyens de communication. Je suis honnête, Philippe le sait. Mais il disait qu'il ne faut pas désespérer. Il est toujours possible d'avoir une sphère publique où il y a le débat public, où les gens auront peut-être la capacité, même la volonté d'échanger leur point de vue sans faisant valoir tout le temps leur intérêt économique. Parce que c'est ça, on peut le pierre angulaire de la pensée de Habermas, qui a cette tension entre le collectif, le partage, on peut dire peut-être, d'un côté, et la division sociale par l'influence des intérêts économiques et bien sûr des forces économiques. Donc, le tableau, c'est assez compliqué, je dirais. Le vécu collectif, ça peut toujours exister, mais peut-être plutôt de manière en variété froide plutôt que chaude, si on parle d'une solidarité à niveau national, voire international, européen. Quels seront les mécanismes qui jouent ici pour établir une telle solidarité froide, une cohésion sociale certaine? Il y a plusieurs candidats. Un candidat, je crois, qui est assez convaincant, c'est la méritocratie. Ça veut dire que la majorité des gens, ou une bonne partie des gens, surtout les gens qui ont le pouvoir, ils croient à cette idée de la méritocratie. Ça veut dire que ceux qui sont forts dans leur travail, qui ont une performance économique extraordinaire, eux, ils ont le droit de gagner plus que les autres. Ils ont peut-être aussi le droit de gouverner à un certain point. Et même les pauvres n'osent pas, aujourd'hui, je crois ça, c'est quand même marrant que les pauvres n'osent pas vraiment à remettre en cause cette idée de méritocratie. C'est, selon des études que je connais, c'est même le contraire. Ceux qui acceptent l'ordre capitaliste qu'on a, les inégalités, etc., très souvent dans les sondages ou dans les entretiens, voilà, ils disent alors, si c'est vraiment des gens qui travaillent mieux que moi, alors j'accepte. Et c'est une idée, je crois, qui toujours passe dans nos sociétés et qui aussi explique que certaines forces politiques gagnent les élections, même si leur programme, c'est plutôt favorable aux classes moyennes et aux élites économiques. Deuxièmement, la démocratie. Oui, la démocratie, je crois, c'est un peu moins populaire que dans le passé. Les sondages en Europe le montrent. Mais la démocratie est quand même utilisée aussi pour rompre avec avec certaines situations, comme en Italie, par exemple. Maintenant, c'était quand même une action démocratique qui a produit une situation où il y a une femme de l'extrême droite qui est devenue présidente. On peut dire alors, est-ce que c'est toujours la démocratie parce que l'extrême droite est peut-être pas
ouvert à vraiment un débat démocratique à tout le temps. Aussi, l'extrême droite a tendance à exclure une partie de la population des processus et de la production des richesses, etc. Mais quand même, c'est la démocratie et les gens y croient majoritairement. Et il reste aussi quelque chose qui est, je ne veux pas dire oublié, mais qui n'est pas en première ligne dans le débat, c'est l'État-providence. L'État-providence, c'est quand même très, très fort, toujours, et peut-être ça reste une force très importante pour voilà, établir une certaine cohésion sociale entre les individus, entre les groupes sociaux, simplement parce que l'État-providence est capable d'organiser, distribuer, réguler et faire en sorte que les choses se passent un peu différemment, faites comparaison avec une situation où l'économie marchande ferait tout. Et donc, je reviens sur ces questions de l'État-providence comme force de cohésion sociale plus tard. Alors, les solidarités. Alors, il faut faire attention au temps. Je vais faire un peu plus courte maintenant. Alors, les solidarités au pluriel. Pourquoi je dis ça? Alors, tout d'abord, en France, on a ce mot, c'est très polysémique. On peut être solidaire de tout. C'est utilisé pour des fins très différentes. Même en tant qu'Allemand ou quelqu'un qui en fait un peu, connaît un peu voilà, d'autres collègues, d'autres débats hors de la France et hors de l'Allemagne. Je dirais même c'est un peu inflationniste en France. Alors, on vraiment utilise ce mot pour n'importe quel truc. C'est un avantage, mais parfois aussi c'est un problème parce qu'on est trop flou. Les visions sociologiques concernant cette notion de solidarité sont très complexes. Je vais travailler avec deux concepts seulement, et on les verra bientôt. Mais il y en a beaucoup plus. Je vais revenir sur la solidarité morale, mais bien sûr, il y a la solidarité des classes, et c'est très important pour l'histoire de nos sociétés que voilà, la situation de vie qui sont semblables ont donné lieu à la formation des groupements, des syndicats professionnels, des partis politiques, etc. Et ça structurait pas mal les paysages politiques, et jusqu'à nos jours, je dirais. Jusqu'à nos jours, il n'y a d'aucun politique qui dit c'est fini, mais je ne crois pas. C'est toujours le cas. Et les études que je connais de la science politique, il y a des bons arguments pour démontrer que ça joue toujours dans le comportement électoral, dans les représentations culturelles, etc. Ça reste, mais c'est pas seul. C'est pas la seule solidarité qui existe. Et c'est un peu la différence que moi j'aurais avec des voilà, néo-traditionnels marxistes qui pensent que c'est la classe et rien d'autre. Et ça, c'est probablement difficile, à mon avis, difficile à défendre comme idée. Par exemple, parce qu'il y a eu très longtemps, et ça a commencé très tôt, et ça persiste, cette solidarité fraternelle avec les faibles, on dirait, les vulnérables, les pauvres. Et il est parfaitement possible, et le pays où c'est assez net, c'est les États-Unis, où dans une société très, très inégale, vraiment, et très capitaliste, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont charitables, qui relèvent de la solidarité parmi d'autres couches de la société. Et donc, c'est compatible. Donc, le capitalisme est quand même compatible avec une société fraternelle, sauf que, bien sûr, il y a les jeux de pouvoir. Ça veut dire les riches peuvent dominer ce processus, et donc ça fait une différence à l'État-providence en Europe, c'est sûr. Il y a bien sûr aussi cette solidarité individualiste postmoderne dont j'ai déjà parlé, avec des gens très très loin, qui est très actif, je crois, très visible. Et il y a cette distinction entre froide et chaude, on en a déjà parlé. Cela dit, pour moi, pour mon travail au début de carrière, j'ai étudié un peu, et c'était en France d'ailleurs, les problèmes principaux ou les barrières principales à mettre en route une solidarité. Et par exemple, et c'est, je crois, le cas aussi ailleurs et dans d'autres
voilà, monde, aux situations, il y a des tensions entre ces différentes sortes de solidarité. Par exemple, une tension entre une solidarité qui reste sur les intérêts partagés, les utilités partagées, j'y reviens, et les solidarités qui sont plutôt, on peut dire altruistes, ça veut dire plutôt penchées vers aider d'autres avec lesquels on n'a pas ou très peu de liens. Et là, les tensions, ça, à mon avis, explique beaucoup notre histoire, nos développements sociaux, etc., nos mouvements sociaux. Donc, il faut les étudier. Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour vraiment le faire, mais on ne va pas l'oublier. Et le même problème, même si vous avez plutôt la tendance de dire que la solidarité dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est plutôt froide, finalement, au niveau, je dirais, national ou européen. Le problème, c'est trouver des technologies pour faire passer voilà, ceux qui nous, des intérêts partagés, des choses partagées. Je crois un exemple, c'est bien sûr le débat à l'Union européenne entre, par exemple, l'Allemagne et la France, entre Scholz et Macron sur les prix de gaz. C'est très pratique. Mais c'est plutôt c'est un jeu de pouvoir de quelque part, c'est vrai, mais c'est aussi un conflit autour voilà, des technologies pour contrôler le marché du gaz. Et un syndicat professionnel aussi discute sur comment on va faire en sorte qu'on trouvera un moyen de faire passer notre message, parce que c'est pas facile pour un syndicat de le faire. Il y a plusieurs courants, ceux qui sont voilà, très militants, d'autres qui sont penchés vers un compromis. Donc, il y a toujours cette problématique de la technologie pour organiser la solidarité. Alors, je vous présente un modèle un peu simpliste, je dirais, et je distingue deux niveaux de solidarité, ou deux types de solidarité. Sur votre gauche, c'est la solidarité qui est marquée par l'utilitarisme au pluriel. L'utilitarisme, ça veut dire les intérêts partagés. Les intérêts, et disons, pour le faire simple, des intérêts économiques partagés entre gens. Il est vrai que dans la société moderne, c'est développé pas mal par voilà, le jeu de ce type de solidarité, donc des arrangements, des compromis entre gens qui ont trouvé qu'une fois on trouve un règlement, une institution, un concept commun, ça va être gagnant-gagnant, comme on dit en français, hein, pour tout le monde. Et c'est vrai que ça explique le succès de beaucoup d'institutions publiques aujourd'hui dans le monde développé. Et d'un autre côté, c'est une solidarité qui peut-être ne regarde pas beaucoup cette dimension utilitariste, mais plutôt est basée sur une pensée moraliste. Le moralisme peut être très voilà, coloré, très divers. Ça peut être des normes morales très traditionnelles, et ça peut être aussi en même temps des normes morales très modernes, voire postmodernes. Donc, par exemple, l'idée que parce qu'on est être humain, chacun et chacune a les mêmes, voilà, les mêmes droits, les droits humains, comme on dit, les mêmes droits sociaux peut-être, jusqu'à un certain niveau, simplement parce que c'est éthiquement défendable, ça se dit, et non, quoi qu'il en soit avec les positions économiques, la performance des gens, leur efficacité, etc. Il y en a plusieurs moralismes, mais je crois que les deux forces, les forces utilitaristes et les forces moralistes, entrent voilà, dans nos vies collectives, imprègne un peu l'esprit moderne, le Zeitgeist, comme on dit en allemand, le débat public, et finalement aussi les arrangements, c'est-à-dire des arrangements institutionnels, politiques de notre société. Et pour comprendre les arrangements actuels,
un accès, ce serait vraiment rechercher les mécanismes basés sur les deux types de solidarité. Ça va expliquer pas mal les choses qui se passent. Cela dit, c'est clair que il est important de voir quel groupe social, quel voilà, milieu social serait capable de jouer sur les deux claviers. Et c'est ça voilà, qui est une évolution internationale. Et je dirais aussi que le même jeu, ça a aussi lieu au niveau international. Il faudra avoir des exemples plus concrets, je sais, mais je n'ai pas de temps pour le faire. Mais je vais travailler avec ces deux voilà, variantes. Et je continue avec, très brièvement avec ma troisième part. C'est vite fait et ça mériterait, je crois, une conférence elle-même de discuter les forces qui nous unissent aujourd'hui et qui nous séparent en Europe et dans les nations voilà, qu'on a aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'il y a une situation de perte totale de cohésion sociale actuellement? À mon avis, je crois non. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais j'en ai quelques-uns. Voilà. Il y a tout d'abord l'observation que l'économie qu'on a aujourd'hui contribue à la désolidarisation, mais aussi contribue à une certaine forme de solidarité entre gens. Comme le disait Durkheim à l'époque, il y a 150 ans, c'est toujours le cas. Le fait qu'il y a cette division de travail, qu'on a des professions, qu'on a le marché pour échanger des biens, etc., même si ça n'a pas marché avec la Russie, c'est vrai, avec la Russie, ça n'a pas marché, ce modèle-là, parce qu'on pensait, surtout en Allemagne, on pensait que l'échange économique, ça va être une force de paix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être historiquement, je crois que c'était très souvent le cas. Et ça reste, à mon avis, c'est très probable que même à l'avenir, on aurait des effets positifs au niveau de cohésion sociale de cet échange économique. Le fameux It's Economy Stupid du président des États-Unis qui disait que pour comprendre le monde, il faut comprendre le capitalisme. Tout court. Pour une certaine partie, je crois que c'est vrai, et ça pose problème à nos sociétés, mais c'est quand même aussi une force qui nous unisse d'une certaine part. Et ne serait-ce que le consumérisme. Le consumérisme, c'est un mode de vie social partagé par presque tout le monde ici. C'est vrai qu'on ne consomme pas les mêmes biens, mais on aime bien consommer, n'est-ce pas? En France, plutôt le vin, en Allemagne, plutôt la bière. Les milieux formés, plutôt le théâtre. L'autre, peut-être d'autres choses. Mais le mode de consommation, c'est Zygmunt Bauman le disait comme ça aussi, c'est aussi unisse un peu la société. Ça fait fonctionner, disons, fait fonctionner la société. Là, pour le pire et pour le mieux. Pour le mieux, parce que ça reste quelque chose voilà, qui structure un peu les relations sociales. Pour le pire, parce que ça peut aussi contribuer à isoler les individus, à les mettre l'un contre les autres, etc. Il y a aussi cet utilitarisme collectif, et je crois que ça veut dire que parce qu'on partage les mêmes intérêts pour survivre, on va accepter des normes collectifs, et je crois que la crise de Covid a montré comment ça peut vraiment marcher. Même dans nos sociétés individualistes, on avait un peu partout dans le monde une épisodique, c'est clair, mais on a une acceptation, c'est ça le mot, formidable des normes collectives qui étaient très, très fortes. Hein. Donc, il reste toujours ça. Mais ce n'est pas tout, hein. L'économie, ce n'est pas tout. Non, non, pas du tout. Je dirais plutôt que la culture et la pensée morale jouent beaucoup. Et c'est vrai c'est aussi un thème de la sociologie très classique, que notre vie sociale est marquée par des idées sur comment on veut vivre. Qu'est-ce qui est correct pour ce qui est le comportement vers l'autrui, qu'est-ce que sont les valeurs qu'il faut défendre, même si on n'est pas d'accord.
c'est l'énergie qu'on a dans nos sociétés et ça reste, je crois, une force importante. Seulement, il faut connaître les développements et des valeurs et aussi l'influence qu'ont les forces sociales sur ces valeurs, etc. Mais les valeurs, en tant que telles, restent une force qui peuvent nous unir. Et voilà, à ces niveaux-là, la crise Covid a démontré aussi, ce n'est pas uniquement les intérêts partagés, mais c'était aussi une vision éthique partagée parce que la plupart des règlements, c'était sur la protection des plus vulnérables. Ceux qui étaient les plus sollicités et aussi les plus, je dirais, solidaires, c'était les jeunes qui ne portaient très peu de risques au niveau sanitaire, au niveau de santé, mais qui étaient vraiment en Europe acceptaient tout de suite ça, même on sait que c'était au détriment de leur bien-être. Hein, on sait très bien aujourd'hui. Donc, et finalement, il est vrai qu'on a toujours les outils institutionnels qui nous unissent et pour réguler le social et dans les politiques publiques et dans l'État-providence. Je continue avec le prochain. Cela dit, je ne veux pas embellir la réalité. Il est vrai que les signes d'une cohésion sociale moins solide, moins faible sont là. Et tout le monde, je crois, en est conscient. C'est vrai que l'économie capitaliste s'est montrée plus envahissante, ça se dit en français, je crois. Il a pris sur notre vie beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Des fissures plus marquées en économie, la financiarisation, les répartitions des pouvoirs économiques, la fragmentation du travail salarial, non salarial, la marchandisation de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise n'est plus tant collectif qu'il n'était autrefois, aujourd'hui, et les inégalités sociales plus généralement matérielles qui se cumulent aujourd'hui. C'est évident, les études sociologiques le démontrent, et c'est international. Un phénomène international, c'est pas uniquement la France ou l'Allemagne, mais c'est vraiment même dans les pays scandinaves, scandinaviques, hein, c'est ça, scandinaves, on trouve des phénomènes qui sont semblables, même si là, c'est moins marqué, on a des tendances internationales. Et en même temps, on a quelque chose qui est maintenant en débat avec l'essor de l'extrême droite, un peu partout en Europe. Dans le monde, le populisme de droite, on voit aussi cette nouvelle fracture sociale culturalisée ou fracture culturelle. Je ne mentionne que l'essor de ce que j'appelle ici le collectivisme chauviniste. Ça veut dire l'idée que oui, on est solidaire, mais uniquement avec ceux de la même, voilà, soit race, soit genre, soit même, je sais pas, région, des solidarités régionales, et le reste, c'est plutôt laissé à part. Voilà, exclu de cette solidarité. Et je crois tout le monde sait qu'est-ce que je veux dire par ça. Et en plus, ou peut-être en lien avec ça, on a moins de force des ceux et celles, des acteurs collectifs qui, dans nos sociétés, font la régulation. C'est pas uniquement l'État. Ça commence par les partis politiques, les syndicats professionnels, les associations, l'Église, pourquoi pas. L'Église reste importante dans certaines sociétés. Je crois que la sociologie aujourd'hui observe que ces acteurs collectifs ont perdu leur influence, ou part de leur influence qu'ils avaient avant. Et donc, on a l'éclatement des mondes sociaux parce que ces acteurs collectifs n'ont plus la force de vraiment trouver, voilà, de produire, on peut dire, des arrangements collectifs institutionnels. Voilà, tout le débat autour de l'identité individuelle aujourd'hui, soit sexuelle, culturelle, d'orientation économique, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un niveau de débat sur les questions d'identité, y compris dans les mouvements de gauche.
et c'est très ancré dans les classes moyennes voilà, académiques. C'est quand même quelque chose qui renforce des ruptures ou des fractures avec le milieu populaire. Un peu partout en Europe. En France, il y a des études, je crois, formidables autour de Piketty et Guettin qui ont démontré dans l'analyse de l'électorat en Europe, et même ils ont même inclus des pays comme les États-Unis, Canada, etc. Il y a une fracture vraiment entre milieu populaire et milieu académique progressiste. Et plus, il y a bien sûr les fissures traditionnelles entre voilà, le capital et le travail, mais au-delà de ça, il y a aussi une fracture qui traverse un peu le monde du salariat, par exemple, parce qu'il y a ces deux mouvements, ces deux courants, et les données voilà, sociologiques ou sociales démontrent clairement que, par exemple, l'extrême droite, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, y compris scandinaves, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. C'est des forces qui sont vraiment composées des différents courants, mais qui partagent une aversion contre les idées progressistes autour du genre, autour de l'individualisme culturel, autour voilà, des questions ethniques, etc. Alors, beaucoup de raisons pour lesquelles on peut dire que la cohésion sociale est en péril. Je continue et je vais abbréver un peu mon propos. Prochaine, c'est où? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les politiques sociales? Alors, je vais faire combien de minutes il me reste? 10. Ok, je vais essayer. L'ironie, c'est maintenant commence voilà, la part basée sur mes propres travaux. et je laisse 10 minutes pour ça. Alors, ça, c'est peut-être c'était peut-être. Oui, question. C'était peut-être la fausse décision, mais vu le sujet abordé, j'ai décidé de aussi introduire comme ça. Voilà. Alors là, on a aussi les deux côtés. Hein, les deux côtés. Un côté plutôt rose, hein, c'est ça, qui dit que c'est pas vrai qu'on est dans le déclin de l'État-providence. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Les indicateurs voilà, dépenses, indicateurs attentes, indicateurs initiatifs, y compris des gens, mais aussi de l'État, des régions, etc. Dans la plupart des pays européens, c'était un peu différent pour le sud de l'Europe, il faut le dire. Mais l'Europe continentale, et même en partie, même l'Angleterre, mais ça c'est un peu mixte, les pays scandinaves, l'Europe avancée, développée, il n'y a pas de déclin. Hein, on voit par exemple la continuité du principe de la réciprocité institutionnelle qui est par exemple le retraite, le care, les politiques familiales qui sont basées sur des institutions qui ne sont pas remises en cause en principe. Moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, à mon avis. Et même avant Covid déjà, c'était moins remis en cause qu'il y a 20 ans. Il y a des raisons pour ça, mais difficile peut-être à répondre aujourd'hui. Et c'est parce que l'idée de la solidarité utilitariste, ça marche très bien. Les classes moyennes, ils ont compris que partager un peu les risques pour avoir une retraite décente, pour avoir du care, pour avoir aussi le soutien aux familles, etc., c'est OK, c'est pas contesté. Pour le chômage, c'est un peu moins stable parce qu'on reproche aux chômeurs d'être responsables, mais quand même, hein, finalement, quand même les résultats des sondages ne sont pas si mauvais, là, et c'est toujours la majorité qui disent alors il faut avoir une allocation de chômage décente. La responsabilité collective en cas de situation de vulnérabilité fatale, je crois que ça a augmenté plutôt. La solidarité avec les personnes âgées, les personnes handicapées, ça c'est net. Hein. Un peu moins les pauvres, hein, c'est toujours un peu le problème, si ça c'est mélangé avec la question de pauvreté, mais quand même, en général, on a un discours qui est un discours plutôt moraliste. Il ne faut pas laisser les personnes âgées sur le bord de la rue, hein, c'est ça? Oui. Il faut pas. Les personnes handicapées, ils ont des droits humains. Ces droits humains, c'est un discours de droits humains. Voilà, c'est pro-social, hein, ça existe, et c'est vrai pour différents régimes d'État-providence, parce qu'on est quand même dans différents enseignes en Europe, mais c'est vrai même pour les sociétés anglo-saxonnes, où il y a aussi ce même discours sur les droits des personnes handicapées, par exemple.
il y a aussi dans des politiques voilà, qui touchent aux jeunes, dans certains pays, un discours très fort et aussi parfois des programmes assez forts qui visent à renforcer, empowerment, renforcer les personnes démunies, dépendantes, etc., dans le besoin, par des programmes publics. C'est le discours, moi, hein, je fais au discours ici, pour leur aider à trouver un niveau d'autodétermination plus développé qu'aujourd'hui. En Allemagne, c'est très net pour les jeunes, pour les enfants. C'est juste, il y a des études sur les politiques familiales en Europe qui démontrent que c'était parmi les programmes les plus voilà, les croissants le plus vite ces dernières 20 années. Voilà, aussi pour le care aux personnes âgées, dans presque tous les régimes d'État-providence, il y avait un essor des programmes publics. Voilà, il y a aussi des discours, des nouvelles approches pour jumeler, comme je disais, différents types de solidarité sociale. Un exemple, c'est le discours sur l'investissement social. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un discours européen de l'Union européenne disant qu'on peut mélanger la solidarité utilitariste avec la solidarité moraliste. On va aider les faibles pour que l'économie va en profiter. Vous connaissez peut-être ce discours. Et les jeunes, les enfants sont les premières cibles parce que eux, c'est l'avenir. C'est un peu moins, ça marche un peu moins avec les personnes âgées. Hein. Mais on peut construire aussi des... oui, j'en passe. Voilà, un tableau. On peut finir maintenant et vous dites, alors ce gars n'est pas tellement... il n'a pas compris le monde parce qu'il y a aussi un autre monde, c'est l'autre côté. Et là, je mentionne et je me trouve plutôt là-bas ce qui concerne mes travaux parce que voilà, il y a beaucoup d'autres collègues qui ont établi le tableau auparavant, mais ici, c'est mes travaux et les travaux des collègues. Voilà, j'ai mentionné quelques-uns, mais pour faire vite, c'est pas vrai qu'on n'est pas dans une situation précaire pour des politiques sociales autour de voilà, cette logique utilitariste. C'est pas vrai. Parce qu'on a quand même changé dramatiquement. Dans quelques pays, c'était vraiment dramatique. Un peu moins en France, hein, c'est intéressant, moins en France qu'en Allemagne, en Suède. En Italie parfois, un peu les logiques des institutions de la sécurité sociale. Et c'est vrai pour les pensions, pour les retraites, et c'est vrai pour la protection contre le risque de voilà, perte d'emploi. Donc, vous connaissez peut-être les termes qui circulent, comme le workfare, le welfare, welfare to work, workfare, activation des chômeurs, etc. Donc, avec une collègue de Berlin, on a travaillé là-dessus, travaillé sur le discours et sur les programmes. On a trouvé que dans beaucoup de pays, y compris l'Allemagne, il y a depuis 20 ans, durant les années 2010, notamment des politiques sociales qui faisaient peur aux gens. Que leur attente pour leur perspective sur l'avenir est vraiment une perspective qui est marquée par l'insécurité, par la peur, la confiance à l'avenir. On a mis des travaux, il y a des travaux qui démontrent qu'une partie de la population a perdu sa confiance à l'avenir et surtout pour la situation finale de la vie, ça veut dire la situation de dépendance et de retraite. Ça a plusieurs raisons. Ce n'est pas uniquement les politiques sociales qui sont responsables, mais les politiques sociales dans certains pays ont certainement contribué. Le discours autour de ça ont contribué. Je peux être plus précis si vous me demandez plus tard. Deuxièmement, et c'est bien connu, je crois, au monde voilà, qui est ici, du social, des associations du social, des acteurs du secteur sanitaire, social, etc. Cette approche gestionnaire qu'on a développée il y a 20 ans à peu près, y compris dans le système de santé, mais aussi dans le social plus largement, ça aussi produit l'insécurité autour des structures, des gens, des processus. Il y a une pression permanente sur les acteurs de l'intervention sociale aujourd'hui pour rendre des comptes, où il n'est pas possible de rendre des comptes.
Parce que le social ne fonctionne pas comme une machine de café ou une voiture où on met l'essence et après ça marche. Le social, même le sanitaire et l'éducation, la formation ne fonctionnent pas comme ça, mais la gestion publique aujourd'hui fait semblant que c'est possible comme ça. Et ça produit une insécurité et à mon avis aussi produit aussi voilà, un risque pour la cohésion sociale au fur et à mesure que les acteurs du terrain sont désespérés, ne savent pas comment faire leur boulot et l'infrastructure du social en général en souffre beaucoup. Et c'est des études, on a fait des études chez nous en Allemagne, on a parlé, entretien avec des travailleurs de la formation, de l'insertion des jeunes, des personnes travaillant dans le système de care. Et on a ici vraiment l'impression d'une peur ou au moins de l'insécurité psychologique et y compris pratique sur le terrain. Et plutôt, ce qui concerne les beaux programmes d'empowerment, l'investissement social, les programmes ciblant les enfants et les jeunes, oui, il y en a, mais en même temps, par exemple pour les enfants, on voit que les dynamiques que je viens de décrire déstabilisent les parents et déstabilisent l'entourage social des gens. Donc, ces programmes qui sont là pour voilà, renforcer l'autodétermination des jeunes, etc., sont ancrés dans d'autres politiques qui déstabilisent l'entourage social des gens. On a fait un article sur Italie et Allemagne avec Giuseppe Moro sur comment c'est la même chose, n'importe quel régime d'État-providence, on a ces deux tendances en même temps. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est ça un peu la contradiction actuelle. Est-ce que j'ai la prochaine? Voilà. Oui, je conclue. Je vais... Oui, c'est voilà. Alors. Dernière diapo. Dernière, je vais sauter un. Mais je vais quand même essayer d'inclure l'avant-dernier dans ma conclusion. Alors, l'avenir est incertain, comme je disais déjà, et ce n'est peut-être pas spectaculaire comme résultat. Je crois qu'on est dans une situation un peu hybride. Hybride parce que d'un côté, on n'est pas complètement dans une situation de corrosion. On n'est pas encore là. Peut-être on ne sera jamais là. Parce qu'il y a des institutions, des idées, l'utilitarisme et le moralisme qui soit sont au moins stables sur le principe, soit sont même renforcés par des individus, des mouvements et certaines politiques. Et après Covid, je crois que c'est plutôt cette logique de solidarité moraliste, c'est plutôt renforcée, ça sort renforcée plutôt qu'affaiblie de cette crise. Mais en regardant plus près, il y a quand même des signes qu'il y a aussi des situations d'ébranlement progressif dans certains domaines qu'il faut vraiment mettre en relief, voilà, de prendre en compte aujourd'hui si on parle des solidarités. Les solidarités classiques, c'est pas fini. Alors il y a toujours, j'ai vu la grève le 18, donc en France on a ces mêmes mouvements sociaux, mais avec les jeunes aujourd'hui. Et quand j'étais la première fois en France, j'étais un peu stupéfié, ça se dit. Stupéfait par les mouvements sociaux tellement forts, tellement vivants, et c'était un peu la même chose. Hein, c'était le 18, cette semaine. Ça veut dire cette solidarité classique persiste, d'autres sont renouvelées, d'autres surgissent nouvellement. Mais en même temps, est-ce que la force de ces solidarités classiques est la même qu'il y a 20 ans, 30 ans? J'ai un doute. J'ai un doute. Par exemple, si on regarde les inégalités sociales, le pouvoir des milieux économiques voilà, dominantes, alors c'est plus grand qu'il y a 30 ans. Donc voilà, les forces classiques se sont affaiblies. Au niveau international, je crois qu'il y a au moins un minimum de cohésion sociale qui persiste. Parfois, dans certains domaines, comme je dirais care, protection enfance, personnes handicapées, etc., il y a même peut-être une situation où la cohésion sociale sort confortée un peu de ces mouvements. Mais en même temps, j'ai dit qu'il y a aussi des politiques, des développements sociétaux
où les liens sociaux et les solidarités sont moins solides. Je crois une chose, à mon avis, une chose mérite d'être discutée de manière plus vive, avec plus de substance, c'est le rôle des classes moyennes. On parle beaucoup sur les classes populaires, les pauvres, les exclus d'une part et les élites économiques de l'autre part, mais je crois que la solution des solidarités, c'est au milieu. Et c'est le destin, je crois, de nos sociétés. C'est comment vont se comporter les classes moyennes bien formées académiques. Parce qu'aujourd'hui, et l'Allemagne est vraiment un cas exemplaire, c'est vrai que ces classes sociales, ils sont très, très influentes, merci. Et ils sont en pouvoir parce qu'on a le Parti des Verts qui est composé, je crois, pour l'électorat et pour les militants de ce milieu-là. Ils sont en pouvoir aujourd'hui. Ils ont une influence inédite. Et maintenant, c'est la question primordiale, je crois. Comment ces milieux-là vont s'orienter dans l'avenir? Est-ce qu'ils vont développer un discours plus social ou est-ce qu'ils vont plutôt s'adapter aux forces économiques dominantes? Ça, c'est une question qui n'est pas claire pour moi pour l'instant. Mais je crois, et j'en termine, l'Europe continentale, au moins l'Europe continentale et du Nord, dispose quand même d'un héritage culturel des solidarités assez riche. Et on peut réactiver ce qu'on a perdu et ce sera certainement autour des idées constitutives de solidarité, donc cet utilitarisme et le moralisme. Merci. Bien, merci beaucoup Ingo pour ce paysage complexe, multidimensionnel, voilà, où tu nous as bien fait comprendre qu'on était dans des tensions, dans des paradoxes, dans des évolutions incertaines. Et là, c'est peut-être de tout cela dont on peut parler maintenant. Donc, on va, vous donner la parole, hein, à vous qui êtes dans l'amphi ou à ceux qui sont à distance. Donc, je me tourne peut-être déjà vers Audrey. Est-ce qu'il y a déjà des remarques ou des questions? Voilà, il y en a deux. Ben, on va commencer par prendre les questions ou les remarques des personnes à distance. Et comme pendant ce temps-là, ceux qui sont dans la salle peuvent préparer leur intervention et on vous donnera la parole dans la suite. J'ai une première question. Comment la pauvreté peut-elle être considérée comme un élément clé de la déconstruction de la cohésion sociale des communautés dans les pays pauvres? Exemple de la République démocratique du Congo, donc le pays de la personne qui suit la conférence. Je donne la deuxième. Comment expliquez-vous le fait que les acteurs collectifs régulateurs aient moins de force aujourd'hui qu'hier? Je propose qu'on laisse Ingo répondre à ces questions et puis ensuite on vous donne la parole. Il est vrai, et mes excuses aussi, parce que j'aurais dû parler plus sur la pauvreté, bien sûr. Parce que les chiffres, et je reste avec l'Europe, hein, parce que la question internationale, c'est pertinente. C'est pertinente comme ne l'était pas très longtemps, mais je n'ai pas l'expertise particulière là-dessus. Et aussi, ça dépasse un peu la thématique aujourd'hui, je crois. Mais pour l'Europe, c'est clair que les chiffres ils laissent aucun doute que les pauvretés, ça a beaucoup augmenté, plus ou moins, dépendant des régimes d'État-providence. Mais même dans les pays qui sont riches et qui sont très sociaux, au nord de l'Europe, on a... comme en Norvège, il y a une montée des pauvretés, des inégalités de revenus et aussi l'exclusion sociale, même si peut-être ça ne veut pas même dire la même chose en Norvège et en Italie, mais c'est vrai. Et c'est parmi les points plus sombres du bilan qu'en même temps qu'on dépense toujours plus pour l'État-providence, on n'a pas évité que l'État, les politiques sociales sont incapables
d'indiguer la pauvreté. C'est marrant, c'est évident, et ça renvoie aussi peut-être au changement de société et des politiques sociales. De société parce que on a vu un éclatement du milieu populaire, j'applique ce mot français. On a vu des franges, voilà, de ce milieu-là perdre le lien avec ceux qui étaient autour, y compris syndicats professionnels, associations, etc., les partis politiques, etc. Et il y a des études qui démontrent que les débats publics aujourd'hui laissent complètement à part cette partie de la population, y compris dans les pays qui sont généreux au niveau des programmes publics. Et c'est vrai que la raison, il y a des raisons multiples, je crois, mais une des raisons, c'est que l'économie, comme je disais au début, l'économie quand même capitaliste a quand même réorganisé le travail, et les forces faibles n'avaient pas la force de résister, et les autres étaient peut-être entre les voilà. Michel, non, c'est Michou, je crois. Il ne savait pas exactement comment réagir à cet éclatement, à cette marchandisation de l'entreprise, sous-traitance, intérim, emploi précaire, etc. Il y a tout un débat pourquoi le monde syndical n'a pas résisté autant, mais c'est le cas dans différents pays. Donc je suis d'accord qu'il faudrait parler un peu plus sur la pauvreté et sur les raisons de son essor. Pourquoi les forces collectives, les forces régulateurs ont perdu leur force? Là aussi, il y a des réponses multiples. J'ai peur. L'individualisme croissant, ça a aussi joué sur les capacités, mais aussi les volontés des gens de s'allier. Je crois qu'il y a pas mal d'études qui démontrent que c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui de réunir des groupes sur un projet plus long terme parce que les comportements, les perspectives, les situations sociales sont plus diverses qu'ils ne l'étaient pas il y a 40 ans, par exemple. Et donc, la vie sociale, la cohésion sociale, alors la société rend la réunion collective plus compliquée aujourd'hui qu'il n'était pas le cas avant. Mais là, j'ajouterais que les politiques sociales, elles aussi, ont contribué. Nous, on a quand même mis en avant, pour moi, l'impression que ces politiques qui font peur aux gens, aussi peuvent démotiver les gens de s'allier, de prendre initiative collective, parce que la peur n'est jamais, comme dire en allemand, un guter Berater, c'est pas jamais un bon conseiller pour les gens, pour agir, et donc c'est aussi un élément de ma réponse. Voilà. Bien, maintenant on va passer à l'amphithéâtre. Est-ce que dans l'amphi, il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Je vais peut-être faire passer le micro, voilà, puisqu'on a l'autre micro est là-bas, on va faire comme ça. Donc les personnes qui interviennent se présentent. Bonjour. Donc Laurent Laton, je suis commissaire à la lutte contre la pauvreté. En fait, c'est plutôt une explication que je voudrais avoir de votre part. Vous avez parlé de l'empowerment, la manière dont on essaie de donner de la responsabilité, du pouvoir d'agir, en tout cas à certains groupes, ça j'ai bien compris, mais par contre, vous avez aussi évoqué la notion inverse de disempowerment, avec une notion de culpabilisation. Vous êtes peut-être passé un petit peu trop vite, en tout cas, j'aimerais bien avoir des compléments. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? On peut en prendre d'autres pour grouper les questions, et comme ça Ingo fera comme il a fait jusqu'à présent, il répondra aux différentes questions. Oui, donc Diane Bossière, déléguée générale de l'Union des établissements de formation et de recherche en action sociale, en intervention sociale. Et donc, moi, j'aurais bien aimé que vous reveniez, s'il vous plaît, sur votre schéma dit simpliste, sur les solidarités en jeu. Notamment, il me semble que
utilitarisme et moralisme sont effectivement totalement nécessaires à conjuguer si on veut que la cohésion sociale retrouve de la solidité, sachant que les temporalités d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes, etc. Beaucoup de choses que vous avez dites. Mais que vous reveniez sur cette notion d'esprit moderne, de débat public et d'arrangement politique. Le terme arrangement politique me choque. Arrangement a une connotation un peu péjorative, il me semble, mais voilà, alors que finalement, que ce soit du côté utilitariste ou moraliste, c'est hautement politique. Bien, voilà, je te laisse répondre. Ça marche. C'est deux questions lourdes. Oui, c'est des questions lourdes et difficiles. J'ai fait vite et peut-être trop vite là pour le schéma, parce que pour le schéma, il faudra ajouter beaucoup de choses. Par exemple, comment les normes de réciprocité jouent dans les deux univers là. Donc, ça peut avoir un effet modérateur, mais aussi ça peut compliquer les choses. Parce que les réciprocités aujourd'hui, c'est plus difficile à établir, les réciprocités qu'il y a peut-être 50 ans. Mais alors, mais je vais expliquer les notions. Alors, il y a un problème de langage, je crois, avec arrangement, même si je dirais que le mot que s'il y a une deuxième ou une signification principale de ce mot arrangement, et c'est plutôt négatif ou plutôt un arrangement provisoire, un arrangement comme un marchandage, c'est peut-être pas complètement faux, même si moi je voulais dire c'est arrangement au sens plus neutre. C'est-à-dire trouver un compromis, trouver une solution, même provisoire, même éclatée, même pas très soutenable, mais quand même c'est un peu ça ce qui s'est passé autour de la crise de Covid. On a trouvé très très vite des choses comme ça, et c'était des arrangements aussi parce qu'on a vu après 2-3 mois les gens oublier leur engagement parfois, et donc peut-être c'était pas si débile de prendre ce terme. Mais c'est aussi en anglais, arrangement, c'est plus neutre. Alors, en allemand, on ne dirait pas arrangement, c'est sûr. On dirait, je sais pas, il faut réfléchir. Ok, l'esprit moderne. Alors là, je pense que c'est important. Le Zeitgeist. C'est peut-être pas pris en compte très souvent dans la sociologie, mais ça change très vite, n'est-ce pas? Les idées reçues, les perceptions qu'on a au niveau collectif, oui, collectif dans les médias. Les médias sont aussi producteurs de ça, je sais bien. J'ai même mentionné dans les diapos, mais je n'avais pas le temps pour approfondir ça. Mais les idées reçues, les idées qu'on a sur les situations, par exemple, sur le fonctionnement de certaines institutions. Donc, le fonctionnement du marché, les gens étaient très optimistes, les classes moyennes surtout, étaient très optimistes il y a 20-30 ans. Ça les arrangeait, parce qu'aussi, ils voulaient acheter à leur gré, etc. Même la protection sociale, ce serait à la carte plutôt que voilà, imposé. Et cette idée, cet esprit, je crois que ça a changé. Ça a changé avant Covid, je crois. Après la crise financière, bien sûr, mais aussi dans la foulée. Et là, le Zeitgeist, ça joue beaucoup. Alors, aujourd'hui, en Allemagne, exactement les mêmes acteurs politiques qui étaient au pouvoir il y a 20 ans n'osent plus d'appliquer un vocabulaire néolibéral. C'est disparu. Les politiques, on peut en discuter, mais le vocabulaire, ça passe plus chez nous, hein, pour l'instant. N'importe quel champ politique. Et à mon avis, il faut un mot pour ça, et c'est le Zeitgeist en allemand, c'est l'esprit collectif qui... donc même les élites économiques sont plus prudents aujourd'hui de présenter des projets voilà, libéralisants, etc. C'est ça l'explication de ce mot-là. Et pour le reste, je suis d'accord avec vos observations que les deux vont ensemble pour produire des résultats, même provisoires. Alors, l'autre question, c'est, voilà, j'étais vraiment un peu pressé sur le temps. J'avais pas le temps pour expliquer assez. Alors, le disempowerment, c'est quoi en français, le disempowerment?
Je ne connais pas de traduction. Oui, quelqu'un qui me fait Je comprends bien, je pense. Oui, ok. Alors, deux exemples. Un exemple, c'est vraiment protection enfance. Alors que les sociétés occidentales, y compris les États-Unis, Canada et tous ces pays-là, ils ont vraiment renforcé tous les dispositifs autour de la protection de l'enfance dans le passé récent. C'est très net n'importe quel pays, même si des approches sont différentes. Hein. Je ne vais pas entrer en détail, mais les approches sont différentes, mais ils ont tout renforcé le dispositif. Qu'aucun enfant va être mis en danger d'être maltraité. Voilà. Mais en même temps, les parents de ces enfants, ils ont vécu des situations de pauvreté, je reviens à la personne qui est intervenue de dehors, de précarisation de parcours professionnel, d'un consumérisme ultra-agressif des médias, des publicités, etc., de la pression, voilà, des forces en société, et des politiques publiques qui n'ont pas fait beaucoup de choses là-dessus, au moins. Pire, en Allemagne, on a dérégularisé la situation du chômage. Hein. On a laissé tomber les gens dans l'assistanat ou le RSA après un an de chômage, il y a 2004. Et c'était les Verts et le Parti social-démocrate qui fait ça. Et donc, les parents sont dans une situation difficile. On essaie de lancer des programmes pour les enfants. Ils sont scolarisés plus longtemps avec des travailleurs sociaux qui arrivent. Mais en même temps, il y a des politiques publiques qui déstabilisent leur entourage social, y compris le quartier. C'est aussi la question de logement. Le logement des quartiers aujourd'hui, alors c'est la ségrégation totale dans les grandes villes européennes. C'est net, soit à Oslo, soit Berlin, soit Paris, soit Madrid. Et voilà, on n'a rien fait là. On a laissé le marché faire le logement, plus ou moins. Et donc, ça a un effet de disempowerment sur les parents. Et les parents sont quand même très importants dans le processus d'accompagner les enfants. Je ne parle pas des crises extrêmes. Là, c'est clair, on va prendre l'enfant de la famille, on va trouver une solution en institution. Mais il y a des situations où ce n'est pas encore le cas, mais ça peut arriver. Donc, où le travail social pourrait jouer quelque chose, mais le travail social aujourd'hui se heurte à des situations sociales très brutales. Et donc, peu importe les politiques d'investissement social, si on ne réagit pas à ces tendances-là. C'est le deuxième exemple plus court, les droits des personnes handicapées. Alors, ce qu'on a fait internationalement, on disait que les personnes handicapées, c'est important qu'ils prennent leurs décisions eux et elles-mêmes. Que c'est plus les institutions, les travailleurs sociaux, les foyers, etc., qui prennent les décisions, mais il faut que les gens sont empowered, reçoivent des ressources, même sur leur compte bancaire, et doivent décider sur la manière dont l'argent est utilisé. C'est une bonne idée, ça va bien ensemble avec l'idée de droit humain, de autodétermination. Seulement que les conditions sur lesquelles ce processus est déclenché font en sorte qu'une bonne part des gens n'est pas capable de le faire. Hein, parce que c'est très compliqué de le faire. Chez nous, en Allemagne, parce que si on vit en institution, il faut régler un peu le logement, il faut trouver un assistant social, et les assistants sociaux, ils sont pas forcément organisés, alors il faut le trouver un peu ici et là. Donc c'est très difficile de le faire. Et les politiques n'ont pas vraiment pris en compte cette dimension que les droits humains, c'est pas nécessairement uniquement par l'individualisation, la personnalisation, on dit, des aides. Voilà que je pense qu'il y a des politiques de disempowerment en même temps qu'on a introduit des programmes positifs pour l'autodétermination des personnes concernées. Merci Ngo. Je crois qu'il y avait une question de quelqu'un qui est à distance. Je vais redonner le micro à Audrey. Est-ce que l'État-providence ne pourrait pas aussi faire partie des paradoxes actuels?
D'un côté, il permet d'organiser la solidarité dans la société, mais de l'autre, il pourrait déposséder les citoyens de leur capacité d'agir sur les solidarités, puisque de toute façon, l'État s'en occupe. Y a-t-il, pendant qu'Ingo écrit la question, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle éventuellement? Oui, quelqu'un au fond? Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Thibault Lefebvre, je suis en 3e année d'assistant du service social. Et si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais comment en fait vous considérez que la technologie, elle peut ramener plus de solidarité? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec un peu la technologie, c'est un peu la technocratie, donc l'approche gestionnaire des choses, un peu quelque chose d'utilitariste. Et justement, pour moi, c'est là où ça revient un petit peu à avoir ces injonctions contraires. On va avoir la loi de 2002 qui nous dit que la personne est au centre des dispositifs et tout, sauf qu'on n'a pas les dispositifs d'une certaine façon, de ce que j'ai pu voir. Après, je n'ai pas tout vu encore, même pas grand-chose du tout. Pour les accompagner, justement, ces personnes-là, on est un petit peu dans ce paradoxe où on nous dit, justement, cet individu qui doit être au centre de tout, et cet individu qui, en fait, il n'y a pas de moyens pour pouvoir les accompagner, et puis en tant que travailleur, voilà. Merci. Merci, ben je te laisse répondre, Ingo. Oui. Alors tout d'abord, là aussi, il y a un problème peut-être de langue, de langage. Alors si je disais, ou peut-être aussi de langage sociologique, si je disais solutions technologiques, je voulais pas dire des solutions informatiques. Je voulais dire des moyens, des outils, des instruments. Donc c'était pas. Mais cela dit, votre idée sur le paradoxe de l'informatique, on a même causé cet après-midi, ce matin, là-dessus. C'est complètement, je suis complètement d'accord. Il y a aussi le paradoxe d'empowerment et disempowerment en même temps. L'empowerment parce qu'on a quand même des moyens aujourd'hui de faire plus avec la technologie. Les personnes handicapées, par exemple, ils ont des outils qui facilitent leur vie. Autres gens, ils ont des moyens de communication aussi, etc. Alors là, ça c'est clair. Et il faut peut-être, ça peut aussi aider de forger des solidarités parce que les mouvements sociaux aujourd'hui, c'est surtout ces mouvements individualistes classe moyenne, type classe moyenne, like Fridays for Future. Vendredi, en français, il y a peut-être le mouvement climatique, contre le changement climatique. Chez nous, on applique le terme anglais, Fridays for Future. Ces jeunes gens, ils se mettent en coordination par les nouveaux médias sociaux, Internet, etc. Alors, ça peut être utile pour les solidarités, n'est-ce pas? Mais en même temps, on sait très bien, je vois mes parents, je vois les personnes âgées, les personnes moins formées, on voit les bornes. Je suis aussi là pour étendre mon vocabulaire en français. Les bornes à la gare, parce qu'il me disait c'est la borne. Les bornes à la gare qu'on ne peut pas maîtriser parce que c'est trop compliqué et c'est juste c'est l'exclusion digitale, je crois, c'est peut-être le mot. Et c'est évident que ça a lieu et que la société, les politiques publiques ne fait pas beaucoup pour l'éviter. Donc, merci pour cet élément supplémentaire concernant le tableau paradoxal que je viens de dresser. Pour la question, voilà, c'est une question un peu difficile. Alors, est-ce qu'un État-providence fort contribue à la désolidarisation des gens? Moi, personnellement, je n'ai jamais étudié ça, j'ai mes idées, mais heureusement qu'il y a d'autres collègues qui l'ont fait. Si on fait ça par des simples sondages et aussi par des moyens grands envergure, des statistiques, etc., il semble que globalement, ce n'est pas vrai. Globalement, c'est l'inverse. Les États-providence qui sont les plus forts ont tendance de mobiliser plus d'activités associatives, de collectifs, actions collectives, loisirs, culture, sport. Peut-être un peu moins le caritatif parce que les gens riches en ont un peu moins besoin. Mais pour le reste, l'État-providence fort a tendance à renforcer les liens sociaux parce qu'il est fort, parce qu'il permet aux gens de penser à autre chose que le fin du mois. Je ne reporte que le résultat de ces recherches-là. Personnellement, peut-être il y a aussi des situations où il est vrai que
une fois on trouve une solution institutionnelle, un mouvement social donné, une association économie, etc., va peut-être fermer, va peut-être pas persister. Donc c'est pensable. Mais en même temps, l'histoire a montré qu'il y a plutôt tendance de trouver des nouveaux champs d'activité, des nouveaux aussi préoccupations, etc., où on peut s'engager une fois, par exemple, la pauvreté n'est pas tellement pressante. Donc, personnellement, je ne crois pas à la droite, parce que c'est un argument de droite, ou était plutôt de la droite, disant que l'État-providence va désolidariser les gens, donc il ne faut pas... c'est mieux qu'il y ait de l'entraide, solidarité privée, la charité, voilà, comme aux États-Unis. Les Américains pensent comme ça. Ils pensent que c'est que la charité qui est vraiment solidaire. L'État ne peut pas être solidaire. Hein. Donc, peut-être l'exemple des États-Unis, c'est le plus net pour démontrer que ça a quand même une certaine logique de faire passer cet argument. Bien, alors il est un peu plus de 18h30, donc on va penser à terminer, sauf s'il y a éventuellement une dernière question que quelqu'un veut absolument poser. Bien, écoutez, on va donc arrêter maintenant. Donc merci beaucoup Ingo pour vos questions, pour ton regard. Voilà, qui s'appuie sur une connaissance quand même très précise de la littérature, sur un champ quand même assez large et vaste de questions, et puis une littérature, on l'a vu, internationale. Voilà, tu poses de bonnes questions pour la Grande École des Solidarités. Voilà, et notamment cette question d'arriver à articuler des solidarités plus utilitaristes avec des solidarités plus moralistes, hein, qui est vraiment un vrai enjeu, voilà, et qui va nous aider à réfléchir à notre programme de travail, notre programme scientifique également, dans les années à venir. Un grand merci à vous d'être venus, ceux qui sont présents ici dans l'amphi, et puis ceux qui sont à distance. Et donc, il y aura d'autres conférences prochainement et vous serez tenus au courant. Bonne soirée à chacun et chacune. Merci. Peut-être les diapos seront diffusés à ceux et celles qui le désirent, parce qu'il y a aussi une petite bibliographie à la fin. Voilà, donc voilà, ceux qui le souhaitent peuvent demander le diaporama. OK.